Et bonjour à tous et à toutes, ici Rafol, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, lâchez un petit like, abonnez-vous si le contenu vous plaît, comme d'habitude, merci à ceux qui le font, ça fait toujours très plaisir. Voilà, comme d'habitude, je fais ce petit message avant de commencer le débrief. Donc aujourd'hui, on va parler de OL ASSE. Je vais parler d'un premier temps un peu de ce que j'ai pensé collectivement de ce match. Donc j'étais hier au stade, au Virage Nord, comme d'habitude, hein, comme tous les matchs à domicile. Et donc qu'est-ce que j'ai pensé collectivement de ce match? Honnêtement, pour moi, c'est un match un peu à demi-teinte comme celui du LOSC. On avait vraiment une première mi-temps, je trouve, maîtrisée dans l'ensemble, qui était pas exceptionnelle, mais qui était maîtrisée, qui était joué correctement, et une seconde beaucoup plus éteinte, beaucoup plus compliquée mentalement, mais j'y viendrai après, et beaucoup plus compliquée, on va dire, dans le sens où c'est un derby, et il y avait peut-être aussi cette crispation, cette peur-là de la part de quelques joueurs, ça je pense que c'est le cas, parce que même si nous, évidemment, quand on chante c'est contre la SSE et pour l'OL, on peut quand même comprendre que c'est un joueur en la pression du résultat, la pression de ce match, qui est pas un match facile, qu'il a jamais été. Donc pour moi, voilà, vraiment cet échec, il est dû à des faiblesses collectives mentales et des faiblesses individuelles mentales. On a la chance maintenant d'avoir un coach mental à nos côtés, mais c'est quelque chose vraiment qu'il faut travailler, continuer à travailler. C'est quelque chose qu'il faut comprendre tout d'abord, parce que on dit souvent, ces mecs-là ont un mental pas très bon, mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, le mental. Et déjà, va falloir comprendre ce qui ne va pas collectivement. Pourquoi il y a ces réactions-là souvent mentales à la perte d'un ballon, à un contre, à une égalisation, ou la peur d'une égalisation, peut-être la peur d'un échec. En tout cas, il faut y réfléchir collectivement, puis individuellement, et puis chaque joueur en plus peut avoir ses propres problèmes liés à cette faiblesse mentale, parce que quand tu as un attaquant ou un défenseur ou un gardien de but, ça sera pas forcément les mêmes problématiques qui seront rencontrées, donc il faut travailler. Donc voilà, pour moi c'est vraiment pas, pas un problème d'envie en seconde période. J'ai pas vu des mecs qui ont lâché, j'ai pas vu des mecs qui n'avaient pas d'envie, j'avais plus vu des mecs qui ont eu un peu peur, je pense, de se faire égaliser, et qui sont juste dit, on va peut-être pas faire comme d'habitude, c'est-à-dire peut-être trop attaquer et se manger un contre. Donc au final, je pense que c'est un peu contre-productif, parce que faire ça, c'est aussi se mettre en danger, parce que ça veut dire que tu restes assez neutre dans l'offensif et la défensive. Donc pour moi, c'était un peu compliqué, et je pense que ça s'explique surtout par un problème mental, et pas par une faillite technique ou une faillite qui est de l'envie. Pour moi, c'est vraiment un truc plus mentalement, des anciens matchs et du passif qu'a cette équipe, passif que cette équipe a, la plupart des joueurs sont là depuis 1 an et demi. Donc il y a un vrai passif pour pas mal de ces joueurs, et pour certains, bah, ils arrivent en cours de route, et bon, bah, quand tu arrives dans un groupe, dans tous les cas, tu vas aussi prendre les problèmes de ce groupe-là. Voilà, donc tu peux ramener de la fraîcheur, mais tu peux aussi prendre ces problèmes-là, puisque forcément tu fais partie d'une équipe. Voilà, donc pour moi, à ce niveau-là, c'est plus ça qui est à redire. Parce que pour moi, il n'y a pas de problème de sage, j'ai pas vu des choses incohérentes dans le coaching. Et franchement, pour une fois, j'ai rien vraiment à dire sur le coaching, que j'ai trouvé plutôt cohérent. La seule question que j'ai, c'est pourquoi Benrahma est pas dans le groupe à la place de Zaha. Ça, c'est un peu une réponse qu'on n'a pas, pardon. Maintenant, on n'est pas dans le groupe, donc je pense qu'il y a des raisons évidentes à ça. Ensuite, on va parler sur le plan individuel de chacun. Lucas Perry, que je trouve a fait un très bon match. Vu du stade, le contre, alors moi je l'ai vu de l'autre côté, puisque je suis au nord, et le contre s'est passé au sud, c'était incroyable. Voilà, vraiment, j'avais la main sur la tête. Je me suis dit, mais c'est foutu, quoi, on va se le prendre. Parce que Niakate, je pense qu'il y a faute hein, sur Niakate, mais ça c'est vu du stade. Donc, je me dis vraiment, on va se prendre un contre, on va se le manger. Et il nous fait Paris un arrêt de fou, parce qu'en fait, il prend tellement d'espace dans les cages, que franchement, ça doit faire un peu flipper d'avoir un 1v1 contre Perry. Donc, merci à lui d'avoir fait un ou même deux beaux arrêts, et merci à lui d'être présent, et j'en parlerai un petit peu plus tard aussi, vers la fin de la vidéo, de ce que j'ai pensé sur les interviews d'après-match. Parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes à dire, pas que sur Perry, mais sur d'autres, vous allez comprendre. Ensuite, je vais parler d'Ansley Maitland-Niles, que j'ai trouvé assez intéressant, en tout cas, un peu dans sa continuité de pas non plus être mauvais. Moi, je l'ai pas trouvé hyper bon aujourd'hui, je l'ai pas trouvé excellent, mais il était là. Donc j'ai trouvé cohérent sur la suite de ces matchs. Voilà. Kole Kachar, c'est pareil, je l'ai trouvé plutôt moyen. Pas, pas très en jambes. J'aurais peut-être préféré avoir Mata et Niakate. Puisque je préfère Niakate à Kele Kachar. Je pense que Niakate a vraiment des choses à revendre. Et je pense que Niakate peut être encore meilleur que ça. Vraiment. Moussa Niakate, voilà, que je trouve a fait un très bon match. Très solide.
Voilà, seule erreur, mais pour moi, il y a faute sur cette erreur, donc un peu compliqué de dire, mais pour moi, il y a faute. Donc, dans sa globalité, Moussa Niakhaté, je trouve, a fait vraiment un bon match et était présent. Nicolas Tagliafico, pareil, très solide, vraiment Tagliafico, c'est un soldat, ce mec. Prolonger, ça serait pas mal de le prolonger, d'un an, par exemple, parce qu'il se fait vieux aussi, mais ce serait vraiment intéressant de pas se poser trop la question l'année prochaine, forcément, d'un remplaçant avec Abner, parce que je pense que ça il faut, tu peux le re-signer pour pas trop cher non plus. Je pense que c'est un joueur vraiment qui a la grinta, qui a ce truc-là, qui, comme j'ai dit, est souvent, pour moi, à mes yeux, bon défensivement et assez neutre offensivement, mais qui est quand même toujours présent là où il faut, quand il faut, avec la grinta, avec l'envie, et surtout que je trouve qu'offensivement, il fait quand même les efforts, même si c'est pas le joueur parfait, c'est pas comme je trouve Abner offensivement, ce truc en plus, lui Tagliafico ne l'a pas, mais on va dire qu'il le légalise Abner sur ça, par la grinta qu'il a, parce que ça, pas tout le monde là, et donc voilà. Ensuite, Jordan Verretou, que j'ai trouvé, même s'il a fait quelques bons centres sur les côtés, assez neutre dans l'ensemble, c'est un peu ce que je lui reproche depuis qu'il est là. La neutralité, il est pas forcément mauvais, pas forcément bon, neutre. Alors je préfère un joueur neutre comme lui que Cacré qui fait plein d'erreurs, même si Cacré est meilleur que Verretou quand il est bon, ça j'en suis sûr. Voilà, Verretou c'était une recrue de Frio. Bon, on n'a pas signé non plus très longtemps, donc c'est pas la mort, mais pour le moment c'est pas très satisfaisant. Honnêtement, c'est pas non plus dégueulasse, donc on va pas s'en plaindre. C'est pas, il fait pas des matchs horribles, donc on va dire que c'est assez neutre. C'est Gaspard le fantôme, comme j'avais dit dans une vidéo, c'est un peu ça. J'ai pas l'impression que ça soit hyper intéressant. Voilà, pour le moment, ça sera cet avis-là que j'ai sur lui, sur les quelques matchs qu'on a vus. Ensuite, Nemanja Matic. Nemanja qui, je trouve, a fait un match très solide, très cohérent. Voilà, on sait que c'est pas un joueur rapide, on sait que c'est pas lui qui va te faire le jeu, on sait que c'est pas voilà, c'est pas lui qui sera dans ce rôle-là, mais je trouve que dans son profil, dans ce qu'il peut faire, dans ce qu'il peut apporter, il a été présent. Donc après voilà, comme tous les joueurs, je pense en seconde mi-temps, tout le monde a été plus mauvais, hein, à mon avis, il a juste vraiment, je pense, sur la première mi-temps, et donc dans la globalité, je trouve que Mathis a été solide. Coco Tolisso a été solide même sur les deux mi-temps, je trouve. Enfin, en tout cas, Coco depuis le début de saison, comme j'ai dit, je pense que c'est un des meilleurs Lyonnais, ou voire le meilleur Lyonnais. Et je pense aussi ce qu'il faut souligner, c'est quand même de là où il vient de très loin. Beaucoup de gens parlent de son travail physique, mais si vous m'avez déjà regardé, ou si vous apprenez à me connaître, je suis très attaché au coaching mental, je suis très attaché à ce que ça peut apporter, et je pense que Coco Tolisso a un mental d'acier, parce que pour revenir là où il en est, c'est un travail physique et mental qui est pas facile, pour pas dire compliqué, donc vraiment bravo à lui, parce qu'il revient de loin, notre Coco national, donc bravo à lui. Ensuite je parlais de Ryan Cherki, que j'ai trouvé bon en première mi-temps, que j'ai trouvé un peu plus, voilà, comme un peu tout le monde, il baissait un peu de régime en seconde, mais très cohérent, vient faire des retours défensifs qu'il faisait déjà à quelques matchs, parce que je vois des gens dire ouais il fait des retours défensifs, mais c'est pas la première fois qu'il en fait. J'ai des souvenirs où il en faisait, alors je sais plus à quel match honnêtement, mais j'ai des souvenirs de lui qui en faisait quand même. Donc vraiment aussi dans lui, dans ce changement de mentalité, dans ce changement d'envie, de perception du jeu, de comment il faut jouer, ça a vraiment été incroyable. Il est passé du tout, et bravo à Pierre Sage pour ce travail, parce que pour moi c'est une grande partie du travail de Pierre Sage, ce qu'il fait avec tous les joueurs à chaque fois, il magnifie vraiment les joueurs, et mentalement il fait un gros travail. Bravo à Rayou, bravo à lui d'être beaucoup plus au niveau. Ensuite, Alexandre Lacazette qui vient marquer son but, c'est un but un peu opportuniste, mais c'est un peu, j'ai envie de dire, son travail d'être opportuniste, c'est le travail qu'on demande d'un buteur comme lui. Même si moi j'ai trouvé que par moments dans le jeu, et je pense peut-être que c'était une consigne, il revenait peut-être des fois, je voyais la première ligne donc d'attaque, je le voyais, il revenait peu descendre et faire ce point d'appui dont on a l'habitude. En tout cas, moi vu du ça peut-être que c'est pas forcément le cas, mais à par moment, en tout cas, je voyais bien qu'il manquait à cette équipe d'avoir un point comme lui, parce que des fois on cherchait sans trop le trouver, mais c'est aussi peut-être une consigne, parce que c'est vrai que quand il le fait trop, bah on le voit plus en attaque, donc c'est si quitte à choisir, je préférerais le voir en finition, parce que pour moi il est très bon en finition, même s'il rate beaucoup cette saison. Mais voilà, il a fait un bon match, son but, premier but dans un derby au Groupama Stadium pour lui, et sûrement son dernier comme il l'a dit, mais en tout cas voilà, merci Alex pour le boulot. Malik qui a fait un match pour moi très cohérent, à peu près tout le long, donc comme tout le monde, la seconde a été plus compliquée, mais honnêtement, quand même très satisfait de son match dans la globalité, ça fait plaisir d'avoir un mec comme lui. Donc voilà, ce que je pouvais dire sur le plan collectif,
individuelle. Maintenant, on va passer un peu quelques stats et un peu à Pierre Sage, parce que j'ai envie de parler un peu de Pierre sur ce match. Bon, on peut voir qu'il y avait 62 pardon, pourcents de possession pour Lyon, qu'il y avait 3 grandes chances, 3 grandes occasions de but et 0, ce qui est bizarre parce que pour moi, le 1v1 est quand même une grande chance. Alors après, je sais pas comment ils font calcul les grandes chances de but, mais voilà, 17 tirs du côté de Lyon, 10 du côté de Saint-Etienne, 6 du côté pour les arrêts du gardien, du côté de l'OL, pareil. Côté Saint-Etienne, pour moi, les deux gardiens ont fait un bon match d'ailleurs, même si l'Arseneur, je vais pas mentir, a pris un peu cher de la part du Virage Nord et de moi, on va pas mentir, mais faut quand même forcer de constater que quand quelqu'un fait un bon match aussi, faut le souligner, même si c'est quand même pris le karma, même si sur le deuxième but, Yamin, il faisait comme ça à nous, en mode je vous entends pas, et se prendre un but 20 secondes après. Heureusement que le karma l'a pas trop frappé, parce que ça c'était vraiment du bon karma. Mais voilà. Sinon, on voit au niveau des fautes, il y en a eu beaucoup de fautes, beaucoup d'anti-jeux, soit de la part des Stéphanois, je vais pas mentir. J'ai pas de vrai souvenir de nous ayant fait des trucs de boucher charcutier. Peut-être que je me trompe encore une fois. Mais honnêtement, c'est vraiment, pour moi, il y a vraiment eu quelques fautes vraiment de boucher, d'assassins. Mais bon, c'est un derby, donc c'est normal. Voilà, au niveau des passes, on est au-dessus. Au niveau des tacles, un peu moins, hein, on peut le voir. Je pense un peu dans l'agressivité, dans la peur peut-être aussi. Plus de coups francs pour nous, et au carton jaune, plus pour nous, donc quoique. Sinon, que dire sur notre cher Pierre Sage? Je n'ai pas grand-chose à lui reprocher, franchement, sur ce match. Pour moi, il a fait tout ce qu'il fallait faire. Alors, pour info, j'avais même pas vu du stade, je n'avais pas vu que Wilfried Zaha était rentré. Voilà, c'est-à-dire que je ne l'ai pas vu. Et c'est pas, je ne l'ai pas vu sur le terrain, je ne l'ai pas vu rentrer. Genre, je n'ai pas capté qu'il était rentré, donc, et je l'ai pas vu. Donc, bon, Wilfried, je crois qu'il a fait n'importe quoi quand il est rentré. Même si j'ai bien aimé l'après-match quand il parlait, il a quand même l'air d'être un minimum investi. Et bon, mon gars, faut quand même que tu donnes quelque chose sur le terrain. Sinon, pour le but refusé d'Ernest Lama, je suis assez déçu parce que j'étais content pour lui. Mais bon, il y avait une main qui a peu, bon, bah, il est un peu sans appel, hein, c'est-à-dire qu'il fait comme ça. Il y a les deux mains, c'est un peu sans appel, hein, la main. Donc voilà, pas grand-chose de plus à dire. Je vais parler un petit peu juste de l'après-match, des interviews que j'ai pu voir de Pierre Sage d'abord, qui a fait très bonne interview sur Wellplay, je crois, X-Free, enfin c'est un truc avec Free et Wellplay, je crois, où il est très cohérent. Il a 5 minutes de cohérence absolue, et où il dit surtout, et ça me touche parce que je parle de mental, et je pense que ça veut dire que ces mecs-là ont compris quelque chose, qu'ils n'étaient pas hyper satisfaits dans le vestiaire, que la joie était très mesurée. Si la joie est très mesurée, ça veut bien dire que les joueurs comprennent qu'il y a quelque chose qui va pas. Et ça, c'est déjà un premier point qui est très positif. C'est un signal qui est positif, c'est quelque chose qui est bien, parce que je vous assure qu'un derby, 1-0, tu peux le fêter. Même si c'est pas avec la manière, un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne, et ce dicton est vrai, est très très vrai. Un OL ASSE, que l'OL ou la SSE sont pas bien dans le classement, sont pas bien dans le jeu, ils joueront toujours mieux que dans un match normal. C'est vraiment pour moi hyper important que les joueurs aient ce truc mental, et que, je pense, comprennent que bah on allait retomber dans ce travers. Donc pour moi, c'est vraiment, ça valide ma thèse qu'il y a vraiment quelque chose qui, pour moi, a joué avec la peur et qui a joué avec la crispation de jouer. Cette équipe est encore dans sa recherche de bon fonctionnement mental, dans sa cohérence sur le plan mental, et c'est compliqué, mais ça va venir, parce que en voyant ça, en entendant le discours de Pierre Sage, je le trouve très cohérent. Il a parlé aussi du repos qu'il allait avoir un peu pendant la trêve, parce que l'effectif est plutôt âgé, ce qui est vrai, 28,7 ans d'âge moyen, c'est assez vieux, hein. On reprochait au club d'être trop jeune, bah là il est plutôt dans un âge élevé. Bon après, avoir du repos, avec les changements qu'il fait à chaque fois, c'est bien, hein, peut-être le seul reproche que j'ai à Pierre Sage, de faire beaucoup trop de turnover, c'est quand même que c'est pas hyper justifié pour moi, à mon sens, de dire ils ont besoin de repos. Soit ça veut dire qu'à l'entraînement ils donnent vraiment beaucoup, c'est bien, mais ça veut dire que en match ça se reflète pas, et c'est ce qui visiblement est le cas, parce que Pierre Sage nous le dit, et ce qu'on voit, du peu qu'on voit de l'entraînement, ça s'entraîne bien, ça se reflète pas en match, donc c'est un peu embêtant. Mais ça aussi on peut l'expliquer, pas forcément par le mental d'ailleurs, ça peut aussi s'expliquer sur le plan physique, mais ça peut être aussi expliqué sur le plan mental, comme beaucoup de choses. Et pour moi, c'est vraiment une interview qui était très enrichissante, qui était très intéressante. De toute façon, le personnage est toujours très juste. Voilà, je pense même qu'il s'est amélioré dans la communication en un an, parce qu'il est passé de parfois un coach qu'on comprenait pas trop, parce qu'il parle avec beaucoup de termes, même de superflu, je dirais, il est un peu comme moi, parfois, il aime bien mettre beaucoup de phrases pour dire des choses assez simples. Je suis comme ça, donc je le comprends.
Il s'est vraiment amélioré sur ça, et donc c'est très cool, très très cool à l'entendre. J'ai aussi écouté l'interview de Moussina Kate et Malik Fofana, qui est hyper touchante en vérité, parce que je trouve qu'on a vraiment recruté un mec, Moussina Kate, qui est une crème, qui est une, j'allais dire une crème humaine, ça ne veut rien dire, mais qui est une crème. Ce gars-là, vraiment, tu vois que c'est un bon gars qui est empathique, qui, je pense, est à l'écoute des autres et qui, je pense, est vraiment attentif aux autres. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est pas tout le monde qui l'est. C'est pas être méchant, mais c'est juste pas tous les humains qui ont la faculté d'être hyper attentifs et hyper empathiques et hyper comme lui, toujours dans ce truc de l'affect. Lui, il l'est. Donc pour moi, ça fait vraiment plaisir. Et comment il parle de Fofana, bah c'est touchant, c'est mignon, c'est un peu ce truc de grand frère qu'on voit pas tout le temps. Et voilà, Monsieur Nakate, merci à toi d'être comme ça, parce que je pense qu'il en faut aussi des mecs comme ça dans une équipe. Et donc, je pense sur ce recrutement-là, en tout cas, je pense que c'est une bonne pioche. Je parlerai pas du prix, comme je vous ai dit, c'est pas lui qui le choisit. Si je parle purement de l'humain et du joueur, je trouve qu'il est solide et je trouve qu'il fait des bonnes choses, ou plus de bonnes choses que de mauvaises choses, même si on veut nous faire croire le contraire sur les réseaux sociaux, parce que juste il a un lit de sale gueule, parce qu'on pense à O'Brien. Voilà, on aurait Moussa Nkete et O'Brien, je pense qu'on serait très très heureux, donc il faut arrêter un peu d'être de mauvaise foi, je pense, avec lui. Ensuite, je vais juste parler de l'interview de Lucas Perry, que j'ai trouvé pareil, très, pas touchante, mais qui a été vraiment bien à voir, un mec qui fait l'effort de parler français, je remercierai jamais Isabelle. Enfin, je pourrais jamais mettre de mots assez forts pour remercier Isabelle, qui fait un travail énorme au club, qui a toujours eu ce lien particulier avec les Brésiliens, qui a toujours été attentif, qui a toujours, même pas forcément aux Brésiliens, on voit des vidéos, quand vous regardez les vidéos, là, vous savez, qui sont dans l'Inside cette année, il y a 2 épisodes, on peut voir un moment Isabelle féliciter Malik pour sa sélection avec les Diables Rouges. Et donc, moi, je trouve ça très touchant. Je pense qu'elle fait un travail immense. Pas tous les Brésiliens dans le monde et en Ligue 1 font l'effort de parler français. Et en si peu de temps, d'ailleurs, il avait un peu de mal parfois, mais c'était même touchant parce qu'il veut vraiment bien faire les choses. Donc, merci, Lucas, d'être à ce niveau-là. Et merci d'être aussi quelqu'un d'humain, très, très bon, poli, gentil, ça fait très plaisir. Ensuite, je vais juste parler d'un dernier point, puisque j'ai vu ça sur Twitter, c'est tout simplement les finances, Eagle, Textor. Déjà, je condamnerai toujours les gens qui se permettent d'insulter Textor ou d'insulter qui que ce soit, dire ferme ta gueule Textor, ferme ton cul, hein, pardon, c'est l'expression que j'ai vue, je la répète. Occupe-toi des finances au lieu de parler. Déjà, il est dans son rôle, et il a bien fait les choses, parce que les interviews d'après-match ou d'avant-match sont toujours très cohérentes de Textor. Je vois un mec qui ment pas, en tout cas sur l'amour qu'il porte au foot, je pense qu'il ne ment pas. Je pense honnêtement qu'il aime le foot, et juste, il a le droit de parler, il a le droit d'avoir aussi des problèmes financiers, ça ne vient pas que de lui. Moi, je pense qu'il y a quand même... J'en voudrais toujours plus à Jean-Michel Aulas qu'à lui, parce que quoi qu'on en dise, Jean-Michel Aulas, même s'il y a eu le Covid, il a fait des choix catastrophiques sur le sportif pendant assez longtemps, à la fin, qui nous a aussi coûté beaucoup de choses, et c'est lui qui a choisi Textor. Quoi qu'on en dise, même s'il a été forcé, c'est par sa faute aussi qu'il a été forcé. Enfin, en fait, c'est plein de choses derrière qui font que c'est un domino, hein, qui font que Textor au final est là. Donc moi je croirais toujours en, pas forcément en Textor, mais plus en l'avenir du club, parce que ce soit Textor ou un autre, ça aurait été n'importe qui. J'ai pas forcément d'affect pour Textor. Moi juste je vois quelqu'un qui, je pense, aime véritablement le foot et qui ment pas sur ça, qui est assez honnête sur ça, parce qu'honnêtement, vu comment il kiffe à Botafogo ou à Lyon, et même avec les U17 à Lyon et tout, il kiffe vraiment ça. Donc c'est bien, c'est pas toujours le cas, on demande forcément, pas que ça soit forcément le cas, t'as le droit de pas aimer le foot et d'investir dedans, hein, c'est pas interdit, mais voilà. Concernant Eagle, je suis pas un spécialiste des finances. La seule chose qui est indiquée qui peut faire peur, c'est évidemment d'être notifié si Eagle n'arrive pas à mettre en place ce qu'ils veulent mettre, bah ils s'arrêtent. Enfin, il faut une cessation d'activité, ce qui est logique, ma foi. Je suis pas hypocrite en disant ça, hein, je suis dans l'honnêteté. N'importe quelle entreprise fonctionne comme ça, n'importe quel groupe fonctionne comme ça. Si ça ne marche pas, bah, les activités cesseront. On va dire qu'ils doivent le noter. Je pense que c'est pour des raisons légales, je suppose. Bah, honnêtement, de toute façon, j'ai envie de te dire, oui, enfin, ça me paraît cohérent, ça me paraît logique. Donc bon, ils ont plusieurs plans en tête. Il y a une injection d'argent, il y a la bourse à New York, il y a la vente de joueurs, bon, avec un calcul assez basique que j'avais vu chez Julien Le Guen, je sais plus exactement, c'était 40 plus la bourse, si j'ai pas de bêtises, hein, on peut me rattraper niveau finance, comme je dis, je suis pas un spécialiste, parce qu'il restait à peu près 300 millions de dettes, voilà. Si on veut faire simple, hein, je vais faire simple, parce que
Et je vois des gens sur Twitter vouloir faire simple avec la finance. Vous dites que c'est simple, c'est très compliqué à comprendre, vraiment, croyez-moi, vous êtes les seuls à comprendre votre charabia. Pour nous, c'est du charabia, la plupart du temps. Voilà, c'est très dur. Et donc, moi, je dirais juste que la vente aussi de joueurs, j'ai vu beaucoup de gens s'affoler, mais alors, au-delà, je pense que de l'OL, il y a surtout Botafogo, où il y aura aussi de la vente de joueurs, parce qu'en fait, ils ont des très grosses valeurs marchandes. Aussi, c'est vrai, ils ont des belles valeurs marchandes, honnêtement, et des joueurs assez cotés. Et je pense que ça fera partie aussi du stratagème de vendre, de vendre des joueurs de Botafogo, de vendre des joueurs de l'OL cet hiver. Je pense d'ailleurs à Ryan Cherki, par exemple, cet hiver, je pense. Malik, je pense qu'il finira l'année, mais je pense que, enfin, il finira l'année de foot, quoi. Mais je pense que Ryan finira par contre l'année civile, enfin l'année 2024, si je puis dire. Donc, est-ce que je suis affolé? Non, parce que je suis pas quelqu'un de profondément affolé en règle générale. Sur ça, je suis pas, parce que, oui, Textor est un acrobate de la finance, ça, enfin, rien, on peut pas dire autre chose. Maintenant, je suis pas du genre à parler trop vite et je suis pas du genre à réagir à chaud tout le temps. Donc, je vais laisser le temps. Voilà, même si, comme dirait Thierry Henry, le temps n'a pas le temps. Pour le temps, là, on n'a pas trop le choix pour voir ce qui va se passer. Voilà tout. Merci à tous de m'avoir suivi pour cet épisode. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, bah, on se retrouve pour le prochain débrief. Parce que pour le moment, eh ben, on va avoir le droit à l'équipe de France. Ça me fait un peu chier parce que bon, l'équipe de France, ça joue pas très bien. Je verrai si je fais des débriefs de l'équipe de France, si j'en ai envie, si c'est positif, s'il y a des choses intéressantes à raconter. Parce que souvent, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à raconter. Voilà. Vu que ça joue pas très bien. Voilà, merci à tous, et puis à la prochaine. Ciao tout le monde.